Avant donc de continuer avec les tables rondes de l'après-midi, je vais juste passer la parole à Étienne Diallo, qui est comédien. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Tout à l'heure, Stéphane Lecourant a parlé d'embarras quant au fait de parler devant vous et devant votre expertise. Moi, je parlerai plutôt d'escroquerie. Vraiment, je parlerai vraiment d'escroquerie parce que je suis ni militant ni professionnel de ces sujets-là, simplement un profond sympathisant. Donc voilà, en plus, ma venue ici, elle est due au fait d'avoir été pistonné par un membre émérite de ma famille, donc François Journet, bisous tonton. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai écrit un petit texte à partir de récits que m'a communiqué mon oncle. Donc voilà, et juste avant de commencer, je tenais à vous remercier toutes et tous en tant que représentant de ceux qui ignorent les complexités de vos métiers. Et merci beaucoup de s'intéresser et de travailler sur ces gens-là qui sont invisibles et qu'il est donc très facile d'oublier. Merci de travailler sur leurs mots les plus intimes et de ce fait de reconnaître leur humanité. C'est quelque chose qui devrait être totalement normal et banal, mais par les temps qui courent, c'est quelque chose de plus en plus précieux. Donc merci beaucoup. Traquer là-bas, traquer ici. Trancher le bras, trancher la vie. Traquer partout, aucun répit. Aucun sommeil, aucune paix. Plus de soleil, juste des plaies. Je ne sais pas quoi faire, a-t-il dit. Au bout du rouleau, voilà son cri. Demande de statut, rejets incessants. Si ce qui nous tue est ce que l'on est, alors guérir comment? Hurlements inaudibles bien que déchirants. Existence indicible, dépassant l'entendement. Je ne sais pas quoi faire, a-t-il dit. Et les battants exilés devinrent battus. Les douleurs enterrées, les bouches par la force furent tues. Là où je dors, par-ci, par-là, a-t-il dit. Je ne sais pas quoi faire, a-t-il dit. Là où je dors, par-ci, par-là. Pourquoi vouloir être entendu si eux, on ne les entend pas? Jeans assaillants, mélodie macabre. Les mots sont dissonants et les cadavres palabres. On leur demande de sortir d'un cercle inextricable. S'ils avaient vu ce qu'eux ont vu, en seraient-ils seulement capables? Les tiens laissés derrière, est-ce leur voix que tu entends? Le bruit sourd, sonorité charnière, confusion cruelle entre passé et présent. Traquer là-bas, traquer ici. Trancher le bras, trancher la vie. Traquer partout, aucun répit. Aucun sommeil, aucune plaie. Plus de soleil, juste des plaies. S'ils crient et que leurs démons perturbent les apéritifs en terrasse, c'est qu'ils n'ont pas su taire le nom d'un mal qui, blanc ou noir, nous terrasse. La douleur mentale est si forte qu'elle en devient physique. Et si on se penche, quel nom effrayant que l'envahissement psychique. Il se faufile comme un mort-né. Il a pourtant vécu, pourtant aimé. Et elle s'en veut du mal qu'on lui a fait. Impuissance, avenir défait. Comment ceux qui n'ont rien peuvent-ils avoir un bagage si lourd? Ils courent pour que les mauvais ne les rattrapent pas. Ils courent. La distance n'est jamais assez malgré des millions de pas. Et la nuit n'en finit plus. Il a dit, je suis fatigué, j'en peux plus. Traquer là-bas, traquer ici. Trancher le bras, trancher la vie. Traquer partout, aucun répit. Aucun sommeil, aucune paix. Plus de soleil, juste des plaies. Seulement, dans ce chaos, persistent des pavillons aux auriculaires salvateurs, des pèlerins non conquérants, des repos, des extincteurs. Je fais des choses que je ne me rappelle pas, a-t-il dit. Les dates se confondent, alors comment être compris? Le matin, quand je me lève, je fais croire que je suis forte, a-t-elle dit. Se battre contre le monde, puis contre soi, effort infini. Ou souffler, quand même nos rêves sont nos ennemis. Dans mes rêves, quelqu'un frappe à la fenêtre, a-t-il dit. Ma mère va ouvrir la porte,
Des gens font irruption, nombreux, je ne les vois pas, je suppose qu'ils sont armés, a-t-il dit. On dirait de l'eau chaude qui se déplace dans ma tête, a-t-il dit. Mon cerveau ne fonctionne pas, je voudrais taper ma tête contre les murs, a-t-il dit. Traquer là-bas, traquer ici, trancher le bras, trancher la vie, traquer partout, aucun répit, aucun sommeil, aucune paix, plus de soleil, juste des plaies. Les cordes vocales des bourreaux, terrifiantes et bestiales, portent-elles si haut qu'elles puissent être perçues traversant océans et pays, arrivant jusqu'aux oreilles de celles et ceux qui ont fui? Par quelle ironie cruelle le juge peut-il parfois rester sourd à ces voix si puissantes? Comment dire, décrire dans une langue non maternelle les drames, les coups, les viols, les crosses fracassantes? Un professionnel décrit. Cette rationalité, pilier contre l'envahissement psychique d'un vécu indicible, n'a pas troublé la conviction négative des juges. Peut-être, au contraire, son argumentation exposée calmement l'a-t-elle troublée, contredisant l'idée attendue d'un homme annoncé psychiquement vulnérable. Frustration des médecins. Situation kafkaïenne dans les cerveaux, c'est Cayenne. Pas assez malade pour ne plus être malade. Il y a quand même de bien mauvaises balades. Le soignant dit, l'espoir et l'inquiétude sont grands. Espoir en la résilience de l'âme et dans le courage des soignants. Traquer là-bas, traquer ici. Trancher le bras, trancher la vie. Traquer partout, aucun répit. Aucun sommeil, aucune paix. Plus de soleil, juste des plaies. Immense respect pour vous, veillant au chevet des enchevêtrés. N'oublions jamais les soignants des soignés. Et que leurs abîmes ne vous entraînent pas, ou pas trop. Je suis quand même à 2-3 mots de vous appeler héros. Immense respect pour vous, chasseurs de démons sinueux. Shalom, salam, sur vous la paix, merci pour tout, merci pour eux. Immense respect sur vous, exilés, battus, mais battants. Alors peut-être détruits, mais peut-être pas tant. Car dire le mal, c'est déjà le combattre. On entaille en baobab, mais j'aime à penser que c'est une autre affaire de l'abattre. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis Claire Mestre, psychiatre, psychothérapeute et anthropologue. Et je fais partie donc de cette équipe voilà, du COSAM désormais depuis le début. Donc j'en suis extrêmement fière et je remercie pour tout ce qu'on... Enfin Marie-Caroline, Lucia pour l'organisation, François aussi qui a été quand même la cheville ouvrière pour ce moment-là. Alors on a dit qu'on n'avait pas beaucoup parlé des femmes, mais il y a une population qu'il ne faut pas oublier, ce sont les enfants. Car les enfants qui naissent dès le début dans des situations, on va dire, graves et dangereuses, vont le rester pour un grand moment dans leur vie parce que des parents disqualifiés et parce que les systèmes d'exclusion commencent dès la naissance. Alors avant d'aborder la présentation des 3 personnes qui ont bien voulu venir parler des enfants, j'ai des petites nouvelles, des petites informations plus exactement à vous dire. Vendredi 14 mars, 3 voitures de gendarmerie sont arrivées l'après-midi, une dizaine de gendarmes et un interprète. Monsieur était à la maison avec 4 enfants. Madame travaillait et devait rentrer en bus. Père menotté devant ses enfants. Les enfants étaient emmenés dans 2 familles d'accueil différentes. Pas de place pour les 4 au même endroit. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils n'ont pas eu beaucoup d'explications. Le père s'est énervé car il voulait embrasser ses enfants et on l'en a empêché. C'est une femme gendarme qui a mis les 2 enfants donc dans les voitures. Elle a été gentille avec eux. Les enfants ont été emmenés, l'aîné dans un véhicule, ses 3 frères et sœurs dans un autre. Ils n'ont pas compris ce qui se passait et les petits pleuraient beaucoup. Leur maman est arrivée, elle a vu plusieurs gendarmes et semble s'être retrouvée dans un état de sidération. Elle voulait savoir où étaient son mari et ses enfants.
Elle a eu aussi droit aux menottes. Quand elle a insisté pour savoir où étaient ses enfants, on lui a répondu « Ne vous inquiétez pas ». Elle a été emmenée à la gendarmerie où elle n'a pu rester non plus avec son mari. Elle ne se souvient pas de tout. Ils ont été traités correctement. Donc le fils aîné, 9 ans, était dans une famille où il y avait d'autres enfants. Il a passé la nuit seul dans une chambre. Les 3 autres, donc il y avait des jumeaux de 4 ans, ils voulaient rester ensemble avec leur autre frère. Et finalement, ils ont été séparés et les enfants donc, n'ont pas pu dormir de la nuit. Voilà, donc monsieur et madame ont quand même demandé s'il y avait un document officiel expliquant pourquoi on les avait emmenés à la gendarmerie. Il n'y en avait apparemment pas et leurs passeports ont été confisqués. Ils ont une assignation à résidence de 45 jours avec signature hebdomadaire obligatoire au commissariat de police à Bordeaux 1 fois par semaine, le temps d'organiser le retour en Géorgie, ce qui n'est pas envisageable pour eux. Ils ont jusqu'au 25 mars pour faire appel. Ils réfléchissent et nous diront quel avocat ils choisiront s'ils font appel. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé donc pour une famille géorgienne qui a dû être expulsée d'un squat et qui a été expulsée donc une seconde fois d'un squat. Propos recueillis par une de nos bénévoles, donc à Ethnotopie, Marianne de Ballon, voilà, qui a fait un bout de route avec nous et qui continue. Deuxième information. Au Sénat, un vote unanime afin que plus aucun enfant ne dorme à la rue. Ceci a été adopté le mercredi 19 mars. Une résolution transpartisane appelant le gouvernement à augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence et renforcer l'accompagnement. C'est un vote qui engage, qui met la pression sur le gouvernement pour lutter contre le sans-abrisme des enfants, se réjouit un des sénateurs. Je ne vous lirai pas tout l'article que j'ai pris dans Le Monde. Troisième information, un peu de pub. Comment bien soigner les exilés? Donc c'est un texte que j'ai coordonné avec mon collègue Julien Depère, jeune pédopsie, sur le travail de l'équipe. Alors je le cite parce que d'abord j'en suis extrêmement fière et parce qu'il parle justement de toutes les pratiques que nous avons mis au point à Bordeaux depuis maintenant plus de 15 ans. Donc la question de la psychothérapie, la question de la kinésithérapie, justement, Muriel disait qu'on oubliait le corps, effectivement, et nous on essaye d'y penser, les pratiques artistiques, et puis les pratiques pour les enfants. Vous en verrez un petit extrait, je dirais, tout à l'heure, avec les artistes qui travaillent avec nous, les art-thérapeutes et bien sûr les cliniciens. Voilà, passons maintenant à notre table ronde. Alors, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir des personnes qui sont vraiment importantes pour penser aux enfants. On va commencer par Bernard de France, alors que je ne connaissais pas jusqu'à un petit coup de téléphone, assez vif, assez enlevé, je dois dire, qui mettait bien le ton, philosophe, et surtout qui m'a dit « Est-ce que vous savez ce que je fais ?» Donc on a un petit peu parlé, la question de la Convention internationale des enfants pour nous est très important, et il m'a envoyé ces lettres qu'il publie, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Et ça s'appelle lettres documentaires, hein, c'est ça, revue de presse et annonces diverses concernant directement ou indirectement les droits des enfants. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire en tous les cas, et effectivement ça concerne les enfants dans le monde entier, nos enfants ici compris, mais tous les enfants, et vous devez éplucher pas mal de revues, de médias pour nous donner à voir que les enfants, effectivement, sont maltraités dans le monde entier. Voilà, donc je vous laisse la parole, Monsieur de France. Chacun d'entre nous aura 20 minutes, ainsi que Marion Feldman et Armando Côte, que je présenterai tout à l'heure. Et après, nous passerons aux questions. Voilà. Merci de votre accueil, oui, et de votre invitation. J'ai été professeur de philosophie en école normale d'instituteurs, formation des instituteurs, des professeurs, et puis en lycée technique industriel. Et j'ai terminé ma carrière, j'ai eu la grande chance de terminer à Stein, au nord de la Seine-Saint-Denis, où dans une seule classe terminale de 35 élèves, je pouvais avoir toute la planète. Il nous manquait un peu d'enfants issus de latino-américains, mais enfin on avait toute l'Afrique, toute l'Asie, toute la Méditerranée, etc. Et donc, et commençait à arriver l'Europe de l'Est.
Donc effectivement, la grande chance, je dis grande chance parce que se retrouve là dans un microcosme d'une classe terminale, toutes les cultures, toutes les religions de la planète, et ça c'est vraiment le rêve du philosophe, bien sûr, de pouvoir se faire se rencontrer. Juifs et arabes, à condition de ne pas confondre chez les arabes avec les kabyles, etc. 3 Vietnamiens qui ne se parlent pas parce qu'il y a un bouddhiste, un chrétien, un musulman. J'ai découvert qu'il y avait des Vietnamiens musulmans. Et donc, un microcosme tout à fait important. Et par rapport à ce qu'on a entendu ce matin et votre travail de psychothérapeute ou de psychiatre, il y a une différence fondamentale avec un professeur ordinaire, c'est que des classes terminales, j'en avais habituellement 5 ou 6, et donc multiplié par 30 ou 35, vous voyez ce qu'on appelle la qualité de la relation, l'attention bienveillante, etc. Comment je fais quand à milieu de l'année, je ne suis pas encore capable de reconnaître les 250 élèves que je rencontre individuellement dans les couloirs ailleurs. Je vois bien que c'est un de mes élèves, mais déjà comment il s'appelle celui-là, bon, etc. Et donc il y a là une différence. Enfin, nous avons comme enseignants, comme professeurs, un autre point de vue que celui du médecin qui d'habitude a affaire à ses malades un par un ou par tout petit groupe. Nous, c'est 30. J'ai eu des classes dans ma carrière jusqu'à 40 élèves. Et donc, et 5 ou 6 classes à 40 élèves, faites le calcul. Donc, effectivement, la question de l'éducation, tout simplement, au sens le plus large possible du terme, se pose de manière un peu différente. Et quand je dis que j'ai dans ma classe toute la planète, effectivement, quand Tracy raconte le sort fait à sa famille qui erre sur les routes de réfugiés à cause de la guerre civile au Congo et qu'à 8 ans, elle s'est retrouvée aux mains des rebelles qui avaient envahi le village pour piller les biens de sa famille. Quand Sitchek, qui vient d'Anatolie centrale et qui est chrétienne, chaldéenne, explique que ce qui l'a plus surpris en arrivant en France à l'âge de 10 ans, sans parler un mot de français, et 7 ans plus tard, elle est en terminale de lycée, la chose qui l'a plus surpris, c'est l'eau. Ses camarades l'interrogent et elle répond c'est l'eau. Elle dit comment ça l'eau? Ben oui, parce que tous les jours c'est la corvée d'aller chercher l'eau au puits à la fontaine quand la police n'a pas investi le village pour chercher nos grands frères, grands oncles et pères et qu'ils se sont réfugiés dans la montagne. Donc il y a Shafik qui raconte la mort d'une petite. Il est allé en vacances pour une fois à Pondichéry. Il fait partie des exilés des comptoirs français de l'Inde. Et une petite fille de 5 ans est morte pendant son séjour alors qu'elle aurait pu parfaitement être soignée, etc. Et quand Diallo raconte qu'il est le fruit d'un mariage forcé, il a découvert ça quand il avait 3 ans, et que Fatima commence à raconter à l'occasion des émeutes de 2005, commence à raconter ce que son père, pour la première fois, lui racontait, parce que l'histoire du couvre-feu, ça a rappelé des souvenirs à son père, et Fatima s'énerve dans nos discussions en cours. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on parle ici de violence? On a brûlé que des voitures, on n'a pas brûlé des bébés. Et elle évoque le nettoyage des villages aux lance-flammes pendant la guerre d'Algérie que lui raconte pour la première fois son père. Toutes les violences de la planète sont dans les classes, une seule classe terminale de lycée, à condition que nous sachions et que l'éducation nationale, d'une manière générale, sache entendre ce qui se passe, ce qui se joue, et qui se joue pas seulement pour ces enfants issus de toute la planète, mais qui se joue aussi pour tous les enfants, classe moyenne, catalogue CAMIF, etc. C'est-à-dire de ceux qui, effectivement, ne sont pas maltraités, sont protégés, ne sont pas en situation de, etc., et qu'on harcèle pour qu'ils réussissent à l'école. Et donc, ces enfants-là, eux aussi, ont à voir avec la Convention relative aux droits de l'enfant. Et tout mon propos sera de confronter ces questions et tout ce que j'ai entendu ce matin avec les exigences de la Convention internationale. J'étais professeur de philosophie, donc en 1998, alors j'ai aussi été engagé dans les actions de défense des droits au quotidien en matière de logement, de consommation, dans les quartiers plus ou moins chauds de la Seine-Saint-Denis. J'ai tenu une permanence de renseignement juridique pendant 30 ans
à la Cité des Bosquets à Montfermeil. Je peux vous raconter par le menu la fabrication délibérée de ces ghettos urbains. En matière de logement, vous parliez des enfants à la rue. En matière de logement, il y a 120 000 demandes de logement prioritaires. Je parle des demandes prioritaires dans les seuls fichiers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Et donc, effectivement, les 4 000 enfants à la rue ou dans des taudis inacceptables tous les soirs, c'est en Seine-Saint-Denis. Et donc, il y a là quelque chose d'extrêmement important, cet engagement que j'ai eu la chance de pouvoir prendre dans les quartiers. Et enfin, troisième élément, en 1998, avec Jean-Pierre Rosenzweig, que j'avais eu l'occasion de rencontrer à l'occasion de conférences communes, moi sur la violence à l'école et sur le traitement des délinquants, effectivement, nous avons recréé la section française de défense des enfants internationale. Défense des enfants internationale, un mot, c'est l'ONG qui, de 1979 à 1989, a assuré la coordination du travail de toutes les ONG qui, dans le monde, principalement à l'origine par les Polonais, les disciples de Korczak, ont écrit la Convention relative aux droits de l'enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant, j'en dis un mot, et si je suis trop long, vous m'arrêterez. La Convention internationale des droits de l'enfant, il faut savoir que par rapport à tous les traités internationaux, les déclarations, la Convention a valeur contraignante pour les législations des pays qui la ratifient. Aujourd'hui, tous les pays de l'ONU, qui sont inscrits à l'ONU, ont ratifié la Convention internationale de l'enfant, même tout récemment la Somalie et le Soudan Sud. Tous les pays, à l'exception d'un seul, je pourrais faire la devinette, à votre avis, les États-Unis. Les États-Unis et même les deux présidences du président Obama n'ont pas suffi à faire ratifier la Convention parce que c'est chaque État des États-Unis qui doit la ratifier, et d'une part, et d'autre part, ce qui complexifie un peu la chose, et d'autre part, les États-Unis continuaient, en 1989, au moment de la signature de la Convention à New York, à appliquer la peine de mort à des criminels, et supposés criminels ayant commis leur crime étant mineurs. Et donc la Convention interdit absolument, et aujourd'hui encore, c'est un obstacle majeur à la ratification par les États-Unis, qui sont susceptibles d'emprisonner à vie sans possibilité de libération des enfants donc ayant commis. Il y a actuellement plusieurs dizaines de milliers d'enfants qui ont fait je ne sais quel acte pendant qu'ils étaient mineurs et qui sont aujourd'hui en prison et qui n'en sortiront jamais. Bon, ça c'est voilà. La Convention internationale des droits de l'enfant a valeur supraconstitutionnelle. Ça ne veut pas dire que les pays qui l'ont ratifiée la respectent. En Iran, on exécute des mineurs, on torture. Je ne vous décris pas la situation de l'enfance dans le monde entier. Vous avez toutes les documentations nécessaires à cet égard. Alors, vous avez fait allusion à la lettre. C'est une lettre que je publie à intervalles plus ou moins réguliers. Il suffit de taper bernarddefrance.net et vous pouvez l'obtenir gratuitement quand j'ai le temps de la diffuser à intervalles réguliers. Donc, c'est une revue de presse les événements, les articles, les initiatives, les colloques, les réunions, les rapports, etc. Je donne tout ce que je peux récolter sur Internet comme information. Donc ça, c'est tout à fait... voilà. Donc nous avons créé cette section avec Jean-Pierre de sorte qu'on puisse se donner un outil pour vérifier, parce qu'une fois la Convention ratifiée, encore faut-il en vérifier l'application. Il existe et c'est le point principal du propos que je vous propose, oui, le point principal, c'est que la Convention est un outil, tout à fait une boîte à outils tout à fait importante pour relever. Dans tous les cas dont j'ai entendu parler ce matin, et encore à l'instant, la famille arrêtée, dans tous ces cas-là, il y a infraction majeure ou mineure d'ailleurs, peu importe, mais il y a infraction à la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, séparer les enfants des parents, c'est interdit. Ces parents n'ont commis aucun crime, ils sont juste en situation irrégulière, et donc séparer les enfants des parents, c'est sanctionné par le Code pénal, bien sûr, depuis que, en effet, la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, il y a là des éléments tout à fait importants, des leviers d'action qui sont extrêmement utiles pour les acteurs qui essayent de défendre un peu les droits de l'enfant. Alors, la dimension juridique
me paraît tout à fait fondamentale. Quelqu'un l'a dit ce matin, je ne sais plus qui l'a dit, il y avait 2 axes de reconnaissance chez les victimes des situations tragiques qu'on a évoquées. Le premier acte de reconnaissance, c'est celui de la rencontre humaine, d'une relation qui n'est pas une relation verticale, mais qui est une relation de solidarité horizontale. J'ai éprouvé ça également dans mon travail d'éducateur, comme professeur, c'est-à-dire que j'ai éprouvé que le professeur, et je crois que c'est valable pour tout autre métier de la relation humaine, le professeur n'est pas au-dessus, éventuellement il est devant, et il appelle à le suivre et à grandir, à s'élever. C'est pour ça qu'on appelle les enfants, on les appelle des élèves. Donc, il les appelle à s'élever pour qu'ils le dépassent, bien entendu. L'élève n'est pas l'égal du maître parce qu'il est appelé à le dépasser. Donc ça, c'est une question qui s'inscrit dans le temps et non pas dans l'espace. Bon, je ne veux pas trop épiloguer, je répondrai éventuellement à des questions là-dessus si vous voulez. Donc, la Convention à valeur supraconstitutionnelle est toute institution qui reçoit aujourd'hui des enfants et qui ne prévoit pas dans ses procédures les dispositifs qui leur permettent d'être entendus et que leurs paroles soient prises en compte dans les décisions, est une institution hors la loi. C'est aussi simple que ça. Là, monsieur le gendarme, la gendarmette qui sépare les enfants des parents, sait qu'elle est hors la loi. Vous devrez le savoir. Ah, mais j'obéis. Vous obéissez à une légalité. Vous n'obéissez pas à la légitimité qui va fonder votre fonction. Là, pardonnez le philosophe, de faire référence à quelque chose qui est de l'ordre, en effet, qui est fondamental, le trait fondamental de notre civilisation, et qui a déjà été formulé au XIIe siècle. Ça a mis 7 siècles à passer dans le droit français. Au XIIe siècle, par Thomas d'Aquin, rien de ce qui est de droit humain ne saurait déroger à ce qui est de droit naturel ou de droit divin. Pour Thomas, le droit naturel, c'est aussi le droit divin. Or, selon l'ordre naturel institué par la divine providence, les réalités inférieures, les ressources pour vivre, sont subordonnées à l'homme afin qu'il les utilise pour subvenir à ses besoins. Il en résulte, vous voyez le raisonnement ici parfait, d'une logique implacable, il en résulte que le partage des biens, à commencer par la simple possibilité de vivre, le partage des biens et leur appropriation par le droit humain ne supprime pas la nécessité pour les hommes d'user de ces biens en vue des besoins de tous. La population française représente 1,5% de la population mondiale et nous consommons 5,5% de ces ressources. Saint Thomas pourrait se fâcher. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et les enfants que nous recevons dans nos classes le savent. Surtout ceux auxquels j'ai eu affaire et dont je parlais tout à l'heure. Dès lors, les biens que certains possèdent en surabondance sont destinés par le droit naturel, à secourir les pauvres. C'est pourquoi, et alors là, saint Thomas cite un évêque encore quelques siècles avant, saint Ambroise, Ambroise de Milan, celui qui criait au moment de l'invasion des barbares, maintenant il faut qu'on passe aux barbares, pendant que saint Augustin, lui, à Rome, à Hippone, se dévolait de l'écroulement du monde. C'est pourquoi saint Ambroise écrit « Le pain que tu gardes appartient à ceux qui ont faim. Les vêtements que tu caches appartiennent à ceux qui sont nus. Et l'argent que tu enfouis, ou que tu places en stock option, enfin bon, l'argent que tu enfouis est le rachat et la délivrance des malheureux. » Ici, il s'agit de parler au présent de l'indicatif. Le pain que tu gardes est le pain des pauvres. Il ne s'agit pas pour toi d'être généreux, de faire l'aumône, la charité, la solidarité, etc. Bon, il s'agit tout simplement que tu te rendes compte que ce que tu as en surabondance, ce n'est pas à toi. C'est toi le voleur. La propriété, c'est le vol. Ça vous rappelle quelque chose, Proudhon, 19e siècle, etc. Donc ici, se marque ce qu'on appelle la légitimité contre les pseudo-légalités. Et effectivement, quand la gendarmette, on lui explique qu'elle n'a pas le droit de faire ça,
Ça m'est arrivé d'être au cours d'une manifestation devant des policiers à propos d'enfants immigrés dans un centre, etc., que le maire refusait de scolariser. Et il y avait là des policiers très dévoués qui étaient là pour maintenir l'ordre et auxquels j'avais, dans mon propos, expliqué qu'ils avaient le devoir, c'est inscrit dans le code de déontologie de la police nationale, vous avez le devoir de désobéir à un ordre illégal. Et si vous obéissez, ou si vous vous soumettez, parce que la soumission, c'est le contraire de l'obéissance, si vous vous soumettez à un ordre illégal, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Et il n'y a aucune excuse au flic qui serre la menotte au maximum du gamin qui vient d'arrêter dans la rue, ou qui l'humilie d'une manière ou d'une autre en flanquant une claque. Il n'y a aucune excuse. On peut invoquer le système, les institutions, les responsables politiques jusqu'au plus haut niveau, et on doit le faire, bien entendu. Mais la responsabilité appartient à chacun. Et ici, tous les acteurs sont la commission de l'OFI qui décide de refuser le cas qu'on a évoqué, que François Journet évoquait ce matin. Ils sont évidemment coupables du point de vue de la loi. Non pas des lois, mais de la loi. Et les lois, ce n'est pas la même chose que la loi. Alors, effectivement, il se trouve que la Convention internationale des droits de l'enfant dispose aujourd'hui, grâce à un protocole facultatif, on appelle ça protocole facultatif parce qu'il faut que les pays les ratifient. Alors, ça a été ratifié par la France, non sans mal, il a fallu se battre, un protocole qui permet la présentation de communications, c'est-à-dire en réalité de dénonciation, auprès du comité des experts de l'ONU. DUI France, avec les 60 autres sections dans le monde, s'emploie à faire respecter, essayer de faire respecter la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, nous intervenons à tous égards lorsque cette convention est bafouée d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a les droits à respecter sont de deux ordres. Il y a les droits créances, ce qu'on appelle les droits créances, c'est-à-dire le droit à la santé, à l'existence, à l'identité. Il y a des millions d'enfants dans le monde qui n'existent pas légalement parce qu'ils ne sont pas déclarés à la naissance. Donc le premier droit, c'est le droit à l'identité, à l'éducation, à la santé, aux loisirs, etc. Et avant ces droits qui se déclinent de manière positive comme obligation des adultes à l'égard des enfants, il y a aussi les droits négatifs, le droit de ne pas être maltraité, de ne pas être soumis à des traitements dégradants, etc., etc. Voyez ce qu'ont subi les enfants dans les institutions catholiques qui défraient en ce moment la chronique. Je me demande comment d'ailleurs ces adultes arrivent à se soigner par rapport à ce qu'ils ont effectivement subi. Donc voilà, y compris de la part de leurs propres parents qui les mettaient dans ces institutions précisément pour qu'ils y soient disciplinés de la manière que l'on a su. Alors, ce protocole facultatif aujourd'hui permet de présenter au comité des experts de l'ONU, c'est un aéropage de 19 représentants qui ne représentent pas leur gouvernement. Hein. Ce sont des experts internationaux proposés par les gouvernements, certes, mais choisis sous une forme quasiment de cooptation. Et ces experts convoquent les États parties tous les 4 ans. La France a été entendue. J'ai le souvenir, j'ai assisté aux 3 dernières auditions de la France, du gouvernement français par le comité des experts. Et je dois vous dire que ce n'est pas du tout une réunion avec rond de jambe diplomatique. Les choses se disent et se disent franchement. La première fois que j'ai assisté à cette audition, alors évidemment les ONG, on n'a pas le droit d'intervenir, c'est les représentants du gouvernement qui répondent aux questions des experts, mais bien entendu il y a les pauses, il y a les conversations de couloir, il y a tout ce qu'on veut, etc. Bon. Et donc je me souviens d'une intervention très précise d'un expert qui interroge la ministre à l'époque qui représentait le gouvernement français, Madame Nadine Morano. Donc il l'interroge sur les conditions de la garde à vue des mineurs dans les commissariats, etc. Et Mme Morano commence à réciter le texte. La garde des mineurs, normalement, maintenant, se passe aujourd'hui avec caméra, etc., etc. Elle n'avait pas prononcé 3 phrases que l'expert qui lui avait posé les questions lui coupe la parole, lui dit « Madame, excusez-moi de vous interrompre, mais vous êtes en train de nous lire un texte que nous avons déjà lu, nous savons lire. La question que je vous pose, c'est de savoir si ce texte s'applique ou pas, parce que dans tel endroit, dans tel commissariat, tel jour, telle heure, il s'est passé ceci. »
Et elle raconte un fait divers que Claire Brisset, à l'époque défenseur des enfants, lui avait ramené. Alors évidemment, la ministre s'est complètement ridiculisée. Elle s'est ridiculisée pendant toute la journée d'ailleurs, à se faire fouetter par les experts. Mais bon. Il faut que je conclue. Ben voilà. Alors je conclue en faisant une proposition extrêmement précise, une conclusion extrêmement précise. Ce protocole facultatif qui permet les saisines de cas individuels, c'est celui qui a été utilisé par les 17 enfants qui ont porté plainte, en effet, auprès du comité des experts de l'ONU qui a jugé leur plainte recevable à propos des carences en matière de politique de prévention du réchauffement climatique et dont la France est actuellement en accusation par ces 17 enfants mineurs dont faisait partie la célèbre Greta Thunberg, mais tous les 16 autres sont... Alors, ils ne sont plus tout à fait, étant donné la lenteur de la procédure, ils ne sont plus tout à fait tous mineurs, mais... Alors, il faut savoir que je prends l'exemple du petit garçon qu'évoquait tout à l'heure, je ne sais plus qui, Luc, enfin bon, bref, cette famille-là qui vit dans une minuscule chambre d'hôtel depuis plusieurs années, le père qui est très, 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 enfin, et la mère, et le petit garçon, nous a-t-il dit, qui grandissait. Et ce garçon qui grandit peut, si on lui donne les moyens naturellement, et à DEI France on peut le faire, peut saisir le comité des experts de l'ONU une fois qu'il aura épuisé les recours internes, c'est-à-dire sur la maltraitance subie par l'absence de logement, sur les violences subies par ses parents qui ont des répercussions psychiques et médicales sur le fait de grandir, sur sa croissance, etc. Cet enfant peut saisir le comité des experts de l'ONU. Alors on commence par faire les échelons intermédiaires, sauf si l'ONU exprime après réception, c'est l'article 6 du protocole. Alors là, je vous conseille d'en prendre connaissance parce que je rêvais de ça à propos de la gaieté lyrique. Si chacun des mineurs expulsés qui subit éventuellement des violences policières ou même s'il a pris les devants, etc., peut saisir, si des avocats en nombre peuvent les aider à saisir, après réception d'une communication et avant de prendre une décision sur le fond, le comité peut à tout moment soumettre à l'urgente attention de l'État partie intéressé une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures provisoires qui s'avèrent nécessaires dans des circonstances exceptionnelles pour éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes des violations alléguées. L'exercice par le comité de la faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent article ne préjuge pas de la décision concernant la décision finale. Donc là, il y a des outils juridiques. Alors nous travaillons, nous, à DEI, avec les autres sections dans le monde, à faire en sorte que le comité des experts de l'ONU ait une possibilité de sanction. Pour l'instant, il n'a qu'un pouvoir d'interpellation et de publication des violations des droits de l'enfant. Bien entendu, il serait extrêmement utile qu'il se transforme progressivement en une cour pénale internationale dédiée à la question des droits des enfants. Et là, effectivement, les sanctions commenceraient à devenir un peu plus efficaces sur les... Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Principalement mettre l'accent sur la dimension juridique, en plus de toute la dimension médicale de soins, etc., de tout ce que vous avez évoqué, il me semble que l'axe juridique, ce deuxième élément de reconnaissance auquel on a fait allusion tout à l'heure, reconnaissance humaine dans la relation et reconnaissance juridique, c'est-à-dire que l'impunité des coupables, des bourreaux, cesse, au moins symboliquement, et qu'effectivement soit reconnu un statut de victime pour qu'on ne reste pas précisément le restant de son existence comme victime et en sortir effectivement. Vous savez, il y avait une question que je posais et que les enfants participent eux-mêmes à leur propre, j'allais dire, guérison, leur propre éducation. Les droits à créance sont d'autant mieux respectés que les droits à liberté
les articles 12 à 15 de la Convention, qui donnent aux enfants le droit de s'exprimer, de s'associer, d'exercer, de donner leur avis sur toute affaire les concernant, et que les adultes ne sont pris d'en tenir compte. Les droits créances et les droits libertés, eh bien, les droits créances sont d'autant mieux respectés que les enfants se saisissent eux-mêmes, par l'exercice des droits libertés, de leur satisfaction, de la satisfaction de leurs revendications. C'est ce que font toute une série d'enfants qui ont défrayé la chronique ces dernières années. Greta Thunberg est le cas le plus connu. Il y a eu Malala avant elle, et il y en a bien d'autres à travers le monde qui, tout à fait héroïquement, il y a des syndicats d'enfants, par exemple en Amérique latine, hein, et s'ils ont 17 ans, ils ne peuvent plus être adhérents. C'est une bonne idée. On va faire un syndicat des enfants exilés. Je retiens. Voilà. Et donc, si les enfants exilés, c'est ma phrase, vous avez prononcé ma phrase de conclusion, si les enfants auxquels vous avez affaire, c'est les mineurs isolés étrangers, eh bien, d'une certaine manière, la troisième étape de leur guérison et de leur résilience et de leur construction, c'est de leur permettre de devenir à leur tour citoyens, et cette fois citoyens du monde, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Defrance. Je m'excuse de vous limiter parce que c'est absolument passionnant, mais on verra, il y aura peut-être des questions en tous les cas, c'est un travail tout à fait réconfortant pour voir qu'il y a des outils juridiques qui probablement ne sont pas assez d'ailleurs utilisés pour défendre les enfants. Alors, Marion Feldman, professeure de psychopathologie psychanalytique, voilà, avec... je ne dis pas tout parce que tu finiras mes petits... Enfin, en tous les cas, pour moi, je veux dire ce qui est Marion pour moi, comme ça. Marion, c'est le partage d'une chambre au Sénégal. Rappelles-tu? Enfin, bon, peut-être qu'elle ne se rappelle pas, mais moi, je me rappelle très bien parce que nous avons partagé une expérience littéraire. On avait un seau d'eau froide. Ah oui. Et voilà, vraiment, Marion, je suis très contente que tu viennes parce que Marion, elle a travaillé sur les enfants cachés, sur les enfants de la Creuse aussi. Et d'ailleurs, il y a eu le passage de la loi là pour, oui, ben je ne sais pas si c'est passé, ouais. Et que Marion est effectivement extrêmement intéressée sur les questions du traumatisme générationnel, on peut dire, mais elle nous expliquera mieux que ça, sur la question des enfants. Qu'est-ce que deviennent, en fait, ces traumatismes tels que nous les vivons aussi actuellement chez les enfants exilés? Qu'est-ce que ça devient dans le temps, quand ils sont adultes et après, dans les générations futures? Voilà, Marion, je te passe... Ouais, bah, tu fais comme tu dois le faire. Voilà, et pour compléter la présentation de Claire Mestre, je suis responsable aussi d'un diplôme universitaire intervention en prévention en protection de l'enfance que nous avons créé à Nanterre. Et je vous en parle parce que c'est une formation qu'on a pensée dans la formation qui aborde des questions historiques, anthropologiques, juridiques et psychologiques, c'est-à-dire quels soins à l'enfant aujourd'hui en prenant en compte un certain nombre d'éléments, notamment autour de l'histoire de l'institution aussi de la protection de l'enfance, qui a une histoire en France particulière, plus toutes les questions juridiques et de violence des liens. Voilà. Donc, il va être question des enfants juifs, du devenir en fait des enfants juifs cachés en France aux enfants réunionnais dits de la Creuse. Quels soins pour ces adultes et leurs enfants porteurs de traumas historiques. Dans son roman Ligne de faille, Nancy Houston montre comment un traumatisme ou des traumatismes vécus à une génération peuvent venir ébranler les trois suivantes. Alors en géologie, les lignes de faille désignent des fissures dans une structure de la croûte terrestre où il y a eu des mouvements. Et les séismes se produisent généralement le long des failles, car elles constituent des zones de fragilité. Et ces lignes des failles désignent ainsi des fractures constituées à la petite enfance qui poursuivent les individus de génération en génération. Alors à ce propos, Abraham et Torok se sont intéressés aux modalités de transmission du trauma d'un parent à son enfant, La symbiose psychique entre la mère et son bébé constitue
un premier cadre du passage, participant de la construction des premières représentations de l'enfant, qui est influencée par le langage verbal, ainsi que par son berceau affectif, culturel, qui va façonner les représentations de l'enfant, mais aussi ses affects et ses comportements. Chez le parent ayant vécu des traumatismes, c'est par un clivage au moi, comme le dit Roussillon, avec un processus de retrait hors de soi, que la part morte, silencieusement omniprésente, va se constituer, ne plus pouvoir se défaire, empêchant ainsi toute élaboration. Il y a alors une impossibilité pour l'enfant à opérer une identification projective auprès de son parent, car la part du négatif engendrée par le dit parent est alors potentiellement support de sa construction psychique. Le parent transmet ainsi son sentiment d'insécurité, d'aliénation qui peut prendre le pas sur la personnalité culturelle, c'est-à-dire le cadre culturel externe avec lequel il se construit. Le risque psychique et psychopathologique pour l'enfant est de devenir le contenant de l'histoire parentale, à défaut d'en être l'héritier, et en l'absence de symbolique, ce sont alors les mots MAUX qui se manifestent. Ainsi, prendre le pas sur la personnalité culturelle du parent vient entraver un des processus fondamentaux qui constituent la base de la construction d'un enfant, puisque sa naissance se produit nécessairement dans une lignée spécifique qui s'inscrit dans une généalogie, une histoire, une géographie. En tant qu'il est enfant de son père et de sa mère, il est inscrit nécessairement dans des affiliations, filiation et affiliation, c'est-à-dire les groupes d'appartenance qui le portent, et l'importance donc de l'affiliation comme socle qui préexiste à tout être humain avant même sa naissance. Et ces affiliations, évidemment, sont plurielles. Et comme la filiation, ce sont des processus interactifs qui supposent une élaboration constante du sujet tout au long de la vie. Les lignes de faille pouvant générer ce type de déliaison peuvent émaner notamment des séparations dans l'enfance, de la rupture de l'enfant avec sa mère, qui constitue une première entrave au développement. Et Winnicott a été l'un des premiers à avoir écrit sur la maturation du bébé et les effets dévastateurs de la séparation d'un enfant avec sa mère. En outre, la séparation mère-enfant inclut plus largement la séparation des lieux, la séparation des odeurs qui sont familiers à un enfant. Et cet auteur fournit un éclairage précis sur les effets de la séparation, mais aussi des retrouvailles qui, dans un effet d'après-coup, réactivent potentiellement les impacts de la première séparation, en soulignant également le facteur temps qui varie selon l'âge de l'enfant et souvent difficile à appréhender pour l'adulte. Par ailleurs, et ça c'est encore Winnicott qui nous l'a appris, l'a montré, l'absence d'un sentiment continu d'exister empêche la constitution d'une stabilité structurelle permettant à l'enfant de se construire un monde interne et d'acquérir une identité, c'est-à-dire qui rend possible une protection des angoisses pouvant menacer l'enfant. En l'absence de cette continuité, il ressent alors le chaos, voire le désastre, et il va grandir ainsi. Ainsi, les cliniciens ont montré combien la discontinuité externe du milieu de vie est un frein à la construction de l'enfant, car les ruptures et les réadaptations multiples absorbent une énergie considérable qui est ainsi détournée du travail du développement de l'enfant. Les effets d'une séparation sont dévastateurs pour un enfant, quel que soit son âge, d'autant plus si celle-ci n'a pas été préparée ni parlée, que les liens précoces sont possiblement disharmonieux. Au-delà même de la rupture du lien mère-enfant et en lien avec la nécessité de tisser des relations et des représentations au sein d'une enveloppe culturelle stable, je vous propose de nous intéresser aux effets de ces séparations en considérant plus largement les ruptures avec l'environnement, la géographie, c'est-à-dire les filiations et les affiliations, soit l'héritage de l'histoire familiale et historique de ces enfants et de leur groupe culturel.
C'est dans le cadre de mes recherches, notamment en lien avec la grande histoire, que je me suis intéressée au devenir des enfants juifs qui ont été cachés, car pourchassés pendant la Seconde Guerre mondiale, et à celui des enfants réunionnais déplacés en métropole entre 1962 et 1984 via la décision d'une politique publique à laquelle l'institution de la protection de l'enfance participa activement. 2015 enfants ont été déplacés de La Réunion en métropole sur une décision politique. Les deux recherches qui portent donc sur le devenir des traumas d'enfance proposent d'appréhender les effets dévastateurs des ruptures comme un effet loupe de la situation d'un certain nombre d'adultes qui, enfants, ont été exposés à des traumatismes relationnels précoces et dont le fonctionnement défensif est ou a souvent été soumis à une compulsion de répétition, témoignant ainsi de leur non-intégration psychique. Donc, pour mieux appréhender le devenir des traumas d'enfance, j'ai notamment élaboré un modèle d'analyse qualitative des récits qui me permettent de repérer ce que sont devenues les traces des traumatismes à travers les âges, qui se sont révélés particulièrement visibles à des âges clés de la vie, adolescence, maternité, parentalité, retraite, vieillesse, grand-parentalité. Ces âges constituent des passages qui, le plus souvent, sont des périodes de réaménagement psychique qui fragilisent l'individu. Ces traumatismes liés à ce vécu, constitués de ruptures multiples, dont celle des filiations et des affiliations, auxquels se sont ajoutés d'autres types de violences physiques, sexuelles, négligences, ont eux-mêmes souvent été cachés, non partagés avec la famille, notamment par le fait que la reconnaissance sociale et politique de leur vécu douloureux a été tardive ou n'a pas encore eu lieu. Donc aujourd'hui, peut-être, il y a une loi qui est déposée à l'Assemblée nationale pour que les enfants réunionnais, dits les enfants de la Creuse, puissent percevoir une indemnité, mais voilà, à suivre. Ces traumatismes cumulatifs qui ont fait effraction dans le passé infantile se sont manifestés donc à un certain moment précis de la vie psychique qui a mis en péril la parentalité et ont eu des effets sur la descendance. Alors, je vais vous parler d'abord d'Odile. Odile est née en 1938 à Paris. Elle a un frère plus âgé qu'elle. Ses parents, juifs, sont venus de Russie pour fuir l'antisémitisme. À la maison, 3 langues sont parlées, le français, le russe, le yiddish. Très jeune, Odile a été séparée de sa famille, de son père, qui est fait prisonnier de guerre, jusqu'à la libération, de sa mère à partir de 1942, au moment de la décision de la solution finale, en la mettant à l'abri dans une famille à la campagne où elle rejoint son frère qui avait été placé là en 1939 car il avait des soucis de santé. Elle a également été séparée de ses grands-parents qui l'élevaient depuis sa naissance, chez qui elle avait été confiée jusqu'à la veille du 16 juillet 1942 et qui ont été arrêtés le 16 juillet 1942 au matin et ont été déportés et assassinés. Odile dit d'ailleurs qu'à partir de cette date, elle, qui était une petite fille gaie, enjouée, s'est refermée sur elle-même et a été très angoissée. Elle parle de sensations physiques qu'elle a ressenties ce jour-là. Je la cite, « J'étais debout, figée, dans la chambre à attendre. Ce moment était tellement fort qu'il est fixé dans le temps. » Et je la cite, « C'est comme si c'était hier. » En parlant de sa mère, elle dit, « Je m'agrippais à elle. Je ne voulais pas qu'elle parte. Parce qu'il y avait qu'elle, il n'y avait plus qu'elle. » Durant la période de clandestinité, elle a souffert de ses pertes, de l'absence de protection de son frère, des grivoiseries et des maltraitances qu'elle a subies de la part des enfants du couple qu'il a accueillis et qu'elle a dû taire, des frayeurs éprouvées, craignant d'être connue comme étant juive. Par ailleurs, entre l'âge de 4 ans et 7 ans, elle a changé de nom, prenant celui de cette famille. Et puis Odile a fait l'objet d'un chantage affectif de la part de la femme d'accueil qui l'a amenée à être confrontée à un conflit de loyauté. Elle lui a dit « Oh, tu m'aimes bien, mais quand ta mère va arriver, tu penses bien, tu vas te précipiter sur ta mère et moi, j'existerai plus. » Odile raconte que le jour où sa mère est arrivée
pour venir la chercher qu'elle lui a dit « Tu es content de me retrouver ?» Odile lui a répondu « Je préfère rester ici ». À la Libération, les souffrances ont continué, ses parents sont revenus et sont parvenus à récupérer leur appartement, mais elle décrit la vie de 4 étrangers se mettant à cohabiter. Les parents d'Odile ont pris l'habitude d'envoyer leurs enfants à la campagne chez des paysans pour les vacances d'été, même avant la fin de l'année scolaire. À nouveau, Odile a vécu cette attitude comme une humiliation et un abandon. Elle a eu l'impression que ses parents se sont débarrassés d'elle. Alors qu'Odile s'investissait à l'école, ses parents l'en ont empêchée, en favorisant la scolarité de leur fils. Elle dit avoir été brillante et aurait souhaité poursuivre ses études, mais ses parents en ont décidé autrement. Ils ont décrété qu'il était temps qu'elle se marie et travaille. Elle déplore le fait qu'elle n'avait pas d'espace. Elle a cherché à partir de la maison. Elle s'est fiancée à 16 ans, s'est mariée quelques années plus tard avec un homme qui avait le même parcours qu'elle, ex-enfant caché. Cet homme rencontrera des difficultés à prendre une place de mari et de père, souvent absent car pris par son travail de représentant. Ils ont eu 2 filles avec lesquelles les relations ont été complexes, notamment avec l'aînée qui, adolescente, a présenté de graves troubles anorexiques. Ce diagnostic a fait écho avec les luttes dans lesquelles Odile s'est trouvée prise dans le réel alors qu'elle était enfant, les inquiétudes sur l'issue de cette lutte étant la vie ou la mort. Pour tenter de panser ses blessures, Odile entreprend un travail de psychothérapie durant plusieurs années et s'est affiliée à la franc-maçonnerie qu'elle a rencontrée à l'âge de 45 ans. Durant 14 ans, elle a considéré cette affiliation comme une aide à sa réflexion sur elle-même en tant qu'être juif, puis elle a quitté ce groupe car elle ne se sentait plus à sa place. Déçue, elle en est sortie pour aller plus loin dans la compréhension du judaïsme et s'y est réaffiliée en respectant les grandes fêtes notamment. Françoise est née à La Réunion en 1963 dans une petite paillote, dit-elle. Ses parents étaient malbars, c'est-à-dire hindous ou tamouls d'origine indienne, d'un côté et malgaches de l'autre. À l'âge de 6 mois, elle a été recueillie temporairement à la DAS, placée à la pouponnière jusqu'à ses 3 ans. Rapidement, elle sera considérée comme pupille d'État. Elle ne saura jamais pourquoi, d'autant que sa mère a cherché à la récupérer. En 1966, elle est partie avec un groupe d'enfants vers la métropole. D'abord placée dans le foyer de l'enfance de Guéret dans la Creuse, faisant souvent des allers-retours avec l'hôpital car elle avait des soucis de santé. 3 ans plus tard, elle a été adoptée par un couple sans enfants qui adopteront 2 autres enfants par la suite. Elle ne se souvient pas de son arrivée. Adoptée, elle a été renommée par le prénom Claude et baptisée. Après une période de 6 mois, durant laquelle ses parents adoptifs l'ont plutôt bien accueillie, quelque chose a ensuite basculé, me dit-elle. Des violences ont commencé à advenir. Je disais 3 fois 2, 8. J'avais pas besoin d'une claque, franchement. Ou bien, quand j'ai grandi, j'avais des petits copains, des copines, et quand je voyais comment ils étaient traités, je me disais, ici, il y a un problème, parce que là, ma copine, elle a fait une bêtise, mais elle n'a pas reçu une claque de sa maman. Et moi, parce que je réponds 8 à la place de 12, je casse un verre, en plus, j'ai une punition. À l'école, elle a subi des moqueries du fait de sa couleur de peau, de sa façon d'être et de son accent créole, langue qui lui a été interdite. À l'adolescence, les relations sont dégradées. Ses parents l'ont placée dans une pension. Ils m'ont coupé de tout, dit-elle. Cette période a correspondu aussi au divorce de ses parents. Jeune, elle s'est mariée avec un homme militaire, souvent absent car parti en mission. Elle a eu 2 enfants. Ne pouvant plus vivre chez sa mère adoptive chez qui elle était retournée, elle a rencontré une femme réunionnaise qui l'a accueillie chez elle. Quelques années plus tard, Françoise a divorcé, mais ne pouvant pas assurer sa parentalité, devenant violente avec ses enfants, ces derniers ont été placés à l'ASE alors que son fils aîné avait 3 ans. Les relations avec ses enfants demeurent difficiles. À 50 ans, lorsque je la rencontre, elle n'a pas revu son fils depuis 5 ans et sa fille depuis 15 ans. Son chemin de reconstruction passe par un retour à La Réunion, encouragée par cette amie réunionnaise et son nouveau compagnon avec lequel elle a eu un 3e enfant.
C'est en faisant des recherches sur sa famille qu'elle a retrouvé sa mère, qui lui a appris que son père, qui est mort 3 mois après sa naissance, l'avait beaucoup aimé. Elle a également rencontré la théologie, qui l'a aidée à panser ses blessures, même si elle a fait de nombreuses tentatives de suicide depuis l'adolescence et qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. Elle me dit, quand on pleure, on n'était pas consolé, on a accumulé. En tant qu'enfant, on a subi ça, adolescent aussi, et à un moment donné, les conséquences, on les retrouve maintenant. Elle reconnaît que la maternité a été difficile pour elle, elle ne savait pas être avec ses enfants. Elle dit, mes enfants, c'était mes frères, parce que quand j'étais toute jeune, quand j'avais 16 ans, je m'occupais de mes frères pendant que ma mère travaillait. Ça, je voudrais le dire à mes enfants. Oui, à un moment donné, j'étais la sœur, j'étais pas encore la mère. À propos de son 3e enfant, elle dit, je suis la mère. Retourner à la Réunion lui apporte un bien-être et ainsi un apaisement, même si la douleur est à chaque fois réactivée. Ces 2 illustrations, qui émanent de 2 histoires collectives très différentes, dont il ne s'agit en aucun cas de comparer, montrent comment les ruptures liées aux politiques, à des décisions de collaborer à l'assassinat des Juifs pour les uns, à des décisions de transformer le destin des enfants de la Réunion pour les autres, produisent des ravages psychiques, familiaux, culturels, historiques, qui se répercutent potentiellement aux générations suivantes. Odile et Françoise ont toutes 2 été éjectées de leur enveloppe culturelle et familiale et éprouvé des expériences de menaces, de violence, de terreur. Elles ont subi des épreuves caractérisées par une absence d'anticipation et dans une solitude radicale, sans recours interne du fait de son intensité. Leurs expériences ont été sans sujet ni objet. Le vécu des enfants juifs qui ont été cachés durant l'occupation est marqué par des attaques intentionnelles, des liens de filiation et des liens d'affiliation dus à des menaces de mort. Elle passe par les arrestations des pères, puis des mères et des enfants, la séparation, la violence du monde, de ruptures radicales, brutales, des troubles identitaires avec des va-et-vient répétés de désaffiliation suivis de réaffiliation, de la mise en place de fausses identités, de double attachement provoquant une sorte de clivage à bascule apparaissant très clairement chez Odile, un isolement interne, une problématique du secret, des maltraitances et des après-coups marqués par un nouveau travail de désaffiliation, réaffiliation, la découverte des camps de la mort et de l'annihilation d'une communauté, d'une famille, une construction complexe d'adultes avec des échecs d'union conjugale et des parentalités difficiles. Le vécu des enfants réunionnais est marqué par des ruptures intentionnelles des liens de filiation et des liens d'affiliation dus à la misère, la précarité dans laquelle vivaient de nombreuses familles à La Réunion, issues de 300 ans de colonisation et d'esclavage. Ces ruptures passent par la séparation avec les parents, le mensonge qui participe à la politique de déplacement de ces enfants à qui on a fait croire qu'ils feraient des études, qu'ils reviendraient voir leurs parents puisqu'ils étaient orphelins, leur a-t-on dit. Ces ruptures se poursuivent par la séparation avec l'île de la Réunion, le foyer en métropole pour être placé en famille d'accueil ou être adopté, la rupture avec la langue créole, l'affiliation au catholicisme, les maltraitances, des interrogations sur leur filiation et leurs affiliations, les violences conjugales et les parentalités difficiles. Les retrouvailles avec la Réunion réactivent à chaque fois les douleurs de la séparation première, devenant ainsi à la fois lieu de ressources et de profond malaise. Que ce soit chez Odile ou Françoise, même si elles ne sont pas du même ordre, les difficultés avec leurs propres enfants sont importantes. Tant que l'histoire est tue et non élaborée, elle se transmet par, Serge Tisseron parlerait d'un suintement des émotions, un processus d'identification aliénante pour Feinberg, une transmission radioactive pour Yolanda Gampel, c'est-à-dire à leur insu.
Des enquistements du passé parental se transmettent à la descendance sans être transformés. La fille d'Odile rencontre des troubles sévères du comportement alimentaire qui renvoient à la menace de mort vécue par ses 2 parents et aux violences subies par Odile quand elle était enfant et adolescente. Les enfants de Françoise sont amenés à vivre le même destin que leur mère en étant placés à l'ASE, car la violence de leur mère latente se manifeste à la naissance de ces enfants. L'histoire se répète. Ces vécus bruts et multiples, non élaborés, se révèlent par des blancs, des lacunes ou des événements qui paraissent incompréhensibles, voire insensés au regard de l'histoire de l'individu. Ainsi, la transmission traumatique œuvre ainsi en deçà de la représentation et du symbolique, et c'est un support parental en creux auquel les enfants s'identifient. Les cheminements d'Odile et de Françoise ont en commun de trouver dans leur processus de réaffiliation une voie pour tenter de panser leurs blessures. Odile réalise un travail de réaffiliation au judaïsme après avoir tenté une recherche de solutions dans la franc-maçonnerie. Françoise amorce une quête de ses origines en retournant à La Réunion où elle a pu retrouver sa mère via la rencontre avec cette femme réunionnaise. Ces retours à l'origine de l'une et de l'autre leur ont permis de renouer avec ce que Marie-Rose Moreau appelle leur berceau culturel et potentiellement participer à faire émerger leur maternalité. Odile et Françoise travaillent ainsi sur leur posture de mère. Il s'agit là d'une démarche de réaffiliation, de refiliation aux origines, permettant de retirer ou de retisser, non pas retirer, de retisser leur inscription dans la continuité des générations. S'étayer sur leur cadre culturel externe par l'introduction de leurs objets culturels pour trouver une voie d'apaisement. C'est pourtant ce qu'avait tenté dans les années 60 le directeur du foyer de l'enfance de Guéret, qui était réunionnais et qui avait bien compris l'importance d'œuvrer pour une continuité des enfants réunionnais avec leur berceau culturel. Il avait même écrit à Michel Debré, député de La Réunion depuis 1963, pour demander à ce que ces enfants repartent sur leur île durant les vacances, car ils avaient, disait-il, le mal du pays. Quelque temps plus tard, ce même directeur du foyer a été licencié. L'introduction des objets culturels pour se reconstruire, c'est ce qu'avaient suggéré les enfants eux-mêmes qui sortaient du camp de Buchenwald et qui avaient été accueillis dans une maison de Lauzé, œuvre de secours aux enfants, en 1945 en France. Leur reconstruction s'est appuyée en partie par la présence symbolique du groupe via la restauration de rituels et de fêtes qu'ils ont pu retrouver après l'horreur. Étant donné l'effet loupe de ces 2 recherches à propos du devenir des traumas d'enfance, il semblerait pertinent de considérer ces résultats pour envisager des modalités d'accompagnement, de prévention et de protection des enfants et de leurs familles, en considérant tant les problématiques psychiques et familiales que sociétales, culturelles et historiques. Ainsi, pour conclure, je souhaite pointer l'importance de la posture du clinicien lorsqu'il reçoit ses patients en thérapie, qu'il s'agisse de la génération qui a vécu des expériences impensables ou de celle qui les a perçues, c'est-à-dire la génération suivante. Et je prendrai appui sur 3 préconisations formulées par Rachel Rosenblum dans un magnifique article qui s'appelle « Si la mort vous effleure ». La première concerne le clinicien comme interlocuteur et boussole de l'histoire. Sa tâche consiste à tenter de restaurer un moi en danger d'explosion. La voie n'est pas celle d'un processus associatif, mais celui de la réunion, éviter le clivage, faire tenir ensemble. Se référant à Ferenczi, il s'agit de reconstituer comme avec de la colle les fragments d'un ensemble détruit. La deuxième porte sur la notion d'accueillir, offrir une hospitalité, éviter le silence, car il peut être dévastateur, d'autant plus que le patient est porteur d'un néant en héritage.
Enfin, partager, accompagner, soit une co-élaboration qui peut aller pour le clinicien jusqu'à prêter au patient ses propres productions psychiques, c'est-à-dire, comme le soulignait Ferenczi, en révélant ses propres sentiments d'anxiété et de culpabilité, le clinicien psychanalyste permet aux patients de révéler leurs propres sentiments de cette nature. Il est ainsi question de permettre aux patients de sortir de la solitude. De cette façon, il s'agit ainsi de tenter de faire en sorte que ces lignes de faille puissent être pensées, P-A-N et P-E-N, afin d'empêcher de potentielles nouvelles ruptures, notamment transgénérationnelles. Je vous remercie. Merci beaucoup Marion, c'était magistral, c'était vraiment extrêmement intéressant et je pense que les cliniciens apprécieront pour faire des analogies avec ce que vivent certains enfants d'exilés qui sont parfois confiés à l'ASE sous des motifs qui ne sont pas toujours très clairs par exemple, ou bien des vécus dans la rue qui sont extrêmement effrayants aussi. Enfin bon voilà, ça nous fait réfléchir. On va passer justement à la clinique avec Armando Côte, psychologue clinicien. Alors, Armando fait partie de l'association Primo Levi, qui est un peu une association extrêmement importante parce qu'elle elle s'est vraiment créée à un moment où justement il y avait plein d'associations. Moi, je suis née à l'associatif un peu à la même période. Pour une population, effectivement, où il faut bien comprendre que les cliniciens qui s'en sont occupés, eh bien, c'était des marginaux, en fait. Hein. C'était des gens très peu nombreux, qui étaient très engagés et qui continuent le chemin. Donc voilà, donc Armando va nous parler de son expérience clinique des enfants exilés et qu'est-ce que c'est que d'être clinicien avec cette population fragilisée. Oui, merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et je pense que bon, ça va faire écho avec l'exposé qu'on vient d'entendre. Et j'ai choisi, effectivement, les centres Primo Levi existent maintenant depuis 30 ans. Donc, bon, Sibella Grali qui est là, qui est une des membres fondatrices, pour en dire un mot peut-être dans la discussion. J'ai choisi de parler de deux éléments pour parler de ces cliniques. Parce qu'avec les enfants, ce qui est particulier, c'est qu'il faut un enfant, pour qu'il fasse une demande, il faut que quelqu'un fasse sa demande à sa place, quand il ne va pas bien. Donc cette question de la demande est très complexe. Et surtout, je pense qu'un des traits que nous avons prélevé, c'est la question justement du silence. Donc prendre un enfant dans ses bras, comme on dit la chanson, n'est pas aussi simple qu'il paraît. J'ai vu de mes propres yeux des dizaines de familles qui vivent ensemble, mais sans aucun lien véritable. Elles cohabitent, elles forment des groupes, mais il ne se passe rien. Aucun échange, aucun partage. Les effets de la violence politique sont multiples et complexes. Parmi eux, deux me semblent particulièrement essentiels à comprendre. Le silence et la honte. Pour travailler avec les enfants venus d'ailleurs, il est crucial d'être attentif aux signes et aux traces de ces violences. Une violence qui, comme quelqu'un l'a justement décrit, se diffuse d'une génération à une autre, telle une contamination radioactive. Donc, Yolanda Gampel, qui vient d'être évoquée, qu'on avait été invitée il y a quelques années à notre colloque. Lorsqu'elle n'est pas traitée, cette violence, elle attrape les sujets en silence, détruisant ses fondements. Ces enfants et leurs familles venus d'ailleurs sont présents dans nos crèches, nos écoles, nos collèges et nos lycées. La plupart du temps, ils doivent renoncer à la seule chose qu'ils ont pu emporter avec eux, leur langue maternelle, pour s'intégrer dans une nouvelle langue. Or, cet apprentissage n'est pas sans conséquence.
La psychanalyse nous enseigne qu'il ne s'agit pas d'un moment potentiellement traumatique pour tout être parlant. En effet, chacun d'entre nous, quelle que soit sa langue ou sa culture, a connu cette langue originelle, faite des affects et des émotions. Une langue sans sens, composée uniquement des sons, des babillages que nous avons tous oubliés. C'est une langue privée, sans dictionnaire, mais gravée en nous. Elle résonne à chaque fois qu'un rythme ou une tonalité rappelle ses premières bandes de langage. Cette langue des souvenirs que toutes les chansons et rythmes du monde essayent de faire revivre. Abandonner cette langue pour apprendre une nouvelle langue n'est jamais simple. Chaque individu pénétrer dans la langue de l'autre de manière singulière et cette expérience diffère même au sein d'une même famille. Arriver dans un pays étranger et apprendre la langue de l'autre fait écho à ces premiers moments de langage. Les troubles liés à l'apprentissage d'une langue reflètent souvent le vécu unique de chaque enfant. Un enfant qui peine à s'approprier le français porte en lui le poids de sa vie passée. La seule chose qui le relie encore à son passé, à ses grands-parents. Souvent, lorsqu'on aborde cette question, les patients, ils parlent de ceux qui sont restés au pays. Si apprendre une nouvelle langue peut ouvrir à de nouvelles opportunités, cela peut réveiller des conflits politiques, familiaux et culturels. Chaque situation est particulière. Revenons à la question du silence. Les enfants souffrent en silence, mais il existe deux types de silence qu'on peut distinguer en clinique. Le premier est le silence vide, appelé siléré au Moyen-Âge, avec un silence où le temps s'écoule doucement comme une rivière, sans que l'on s'aperçoit les passages. Le second est le silence plein, appelé tacéré, un silence lourd, répétitif, caractéristique de la mémoire traumatique. Ce silence est particulier car il parle. Il parle dans les têtes des enfants, mais aussi des adultes. C'est un silence lié à la pulsion des morts décrite par Freud. Un silence qui empêche de vivre avec la légèreté et la tranquillité. Les silences tacérés s'accompagnent souvent des reproches ou d'auto-reproches produits par une voix intérieure oppressante, la grosse voix, qui empêche de vivre. La place d'un enfant occupe dans l'exil doit être repérée au sein de la famille. Ces silences plans sont souvent liés à des missions tacites, non dites mais implicites dans les structures familiales. Un jour, un enfant en difficulté à l'école m'a confié, lors de notre premier entretien, après que nous ayons invité ses parents à sortir de la pièce, qu'il se sentait accablé. C'est trop. C'est trop, je lui demande ce qu'il voulait dire par c'est trop. Il m'a répondu, toute ma famille veut que je réussisse à l'école, alors que n'ont plus rien ici en France. Ils sont tous laissés derrière eux, il n'y a que moi. Tu te rends compte? C'est trop incarne les marques de la violence politique et les ruptures irréparables dans l'histoire d'une famille. Les blessures que Lacan décrit comme des trous, des traumatismes profonds dans les récits familiales. Libérer ces enfants de cette place écrasante qui empêche de vivre pleinement en fonction essentielle, non seulement pour lui et pour la famille, mais aussi pour notre société, afin de prévenir la répétition des effets de cette violence. Les conséquences de la violence sont souvent invisibles et inaudibles pour qui n'est pas attentif à ce type de silence. Un silence chargé de souffrance qui parle malgré tout à travers des symptômes parfois bruyants, parfois imperceptibles. En rompant le silence, les enfants n'ont souvent d'autres choix qu'exprimer leur douleur à travers d'un symptôme, une manière de dire ce que les mots ne peuvent pas transmettre. Ces symptômes varient, faire pipi au lit, ne plus
réussir à dormir, exprimer une colère constante ou chercher à se faire remarquer en classe. Un enfant m'a expliqué un jour qu'il ne pouvait pas rester assis en silence avec les autres, car dans les calmes, il entendait encore les bombardements et les hélicoptères, ce qui l'obligeait à se lever et marcher. Mais les symptômes peuvent aussi être silencieux, un enfant effacé, isolé, sans amis, qui semble pressant sans être là. Qui s'étend, peut-être, peu à peu, il va disparaître. Nous partageons tous une responsabilité envers ces enfants, peu importe notre métier ou notre formation, qu'il s'agisse d'institutrices qui accomplissent un travail remarquable avec très peu de moyens, infirmières, éducatrices, assistants sociaux ou psychologues, et de tout genre. Chacun peut jouer un rôle. Repérer ces signes silencieux de souffrance, c'est une manière de contrer les effets de la violence, qui cherche à effacer ces individus, à les réduire au silence. Briser ces silences est un acte politique. C'est là une fonction préventive qui vise à empêcher que dans l'avenir, un enfant reproduise les gestes du passé. Je travaille avec des enfants qualifiés de radicalisés et ce que nous avons souvent constaté, c'est que dans leur famille où les enfants passent à l'acte, il existe des histoires de deuils non faits, des deuils gelés, jamais évoqués ou exprimés, que les enfants portent de génération en génération. Parfois, ces enfants agissent sans même comprendre qu'ils répètent l'histoire de leurs ancêtres. Évoquons la honte si spécifique aux victimes de la violence. Primo Levi fut un des premiers à en parler. Cette honte de vivre, de survivre, cette douleur d'exister qui est si difficile à partager ou à comprendre. La honte est un sentiment qui envahit l'être tout entier, les rassemblant en une souffrance indicible. Bon. Voilà, merci. Alors, ce que tu n'as pas dit, Armando, avec ce travail très très minutieux, c'est comment tu accueilles les enfants, puisqu'on a échangé par téléphone, et que je trouvais que ça, c'était bien aussi, comment dirais-je, ça montrait bien aussi le travail difficile du psychologue, c'est-à-dire s'assurer que l'enfant avait mangé, par exemple. Je trouvais que, c'est-à-dire, c'est comme François Journet qui arrive à ses consultations avec des sandwichs, des tickets de bus, des tickets de train. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même face à une population très, très démunie, quoi. Et tu as raison de dire que la question de la demande, elle ne s'aborde pas comme dans un autre contexte où on compte là-dessus pour commencer un travail thérapeutique. Ça, je trouve ça vraiment très, très important. Voilà. Eh bien, vous voulez déjà poser une question, c'est ça? Je vous laisse le micro, mais vous me le laissez, vous le prenez pas. Alors, je vais passer la parole à Monsieur de France, qui va poser une question. Et après, il faudra qu'on... Ouh là là, non, qu'une seule question. Non, je vais être très stricte. Parce qu'il y a toute la salle qui... Je voyais tous les doigts qui se dressent là. Préparez vos questions. Oui, non, c'est sur la langue maternelle. Quand mes élèves rédigeaient un curriculum vitae, vous savez, pour obtenir des postes, allez, ils mettaient langue parlée, anglais, espagnol, français. Et le Wolof, toutes les langues originaires. Ah, mais non, monsieur, je ne vais pas mettre ça sur un CV. Voilà, première remarque. La deuxième remarque sur la Réunion, c'est que ce n'est pas une colonisation tout à fait ordinaire, dans la mesure où l'île était déserte lorsque les Français. C'est une colonisation importée. L'esclavage, on les a fait venir, et donc ça rend peut-être plus difficile la reconstruction à cet égard. Et la deuxième chose, c'est que le criminel, le criminel contre l'humanité, responsable de l'exil, etc., n'a jamais été jugé. Michel Debré. Alors juste, je vous remercie. Il s'agit d'une population qui a été importée. Et pour parler des enfants de la Réunion qui ont été de la Creuse, on peut dire que c'est une population qui a été exportée. C'est ça, exactement. Bon, très important, là, la justesse des mots. Bon, il y a peut-être des questions dans la salle quand même, certainement. Nous avons un petit peu de temps.
Alors, moi, je- non, moi, j'aurais quand même une idée. Enfin, on va voir si c'est quand même alors, il y a déjà sur le plan épidémiologique, on sait. Alors, je ne sais pas, Claire doit être par là, Claire Géquir, sur la question de la psychopathologie des enfants. On sait maintenant, on a des études qui montrent bien qu'il y a une exposition. Alors, je le dis avec plein de guillemets, des enfants à l'autisme, des enfants migrants et issus de la migration. Alors, pour des raisons voilà, dont on pourrait discuter. Alors, je ne parle pas de la prise en charge, parce qu'effectivement, c'est des prises en charge qui font évoluer les enfants positivement, mais qui montrent bien ce dont il est question, c'est-à-dire du rôle de l'environnement, du rôle de tout ce qu'on vient de dire sur la psyché des enfants. Ça, je trouve qu'on devrait documenter de façon urgente, comme Lucia l'a fait pour les femmes d'ailleurs, et les questions de périnatalité, toutes les injustices et les obstacles aux droits des enfants à partir de la Convention internationale des enfants. On devrait documenter. C'est extrêmement important parce que, par exemple, le travail que tu fais, Marion, qui est une relecture de l'histoire, je pense qu'on devra un jour relire l'histoire à la lumière de ce que vivent ces familles, ces enfants, pour comprendre aussi qu'est-ce qu'elles sont devenues et comment on prépare un monde quand même qui est déjà injuste, mais qui risque de devenir encore plus injuste si on ne fait pas attention. Donc je trouve que là, il y aurait quelque chose, nous, équipe, à être extrêmement attentifs, à documenter et recueillir. Alors je trouve très intéressant aussi de recueillir la parole des enfants. C'est pas évident de recueillir la parole des enfants. Nous, on a fait un travail avec une de nos étudiantes au DU qui a essayé de travailler justement sur ce que percevait l'enfant des injustices vécues par son parent. Comment c'était vraiment, elle se mettait vraiment à la hauteur d'un petit enfant donc qui allait à l'école, je crois que c'était l'école primaire, mais comment les questions justement d'empêchement de parler la langue, maman parle pas la langue, on va se faire remarquer, ou les femmes qui disent moi je porte plus au dos parce que je me fais stigmatiser, ou des petites choses comme ça qui sont des attaques du quotidien en fait, et que auxquelles les enfants sont extrêmement attentifs et dont ils peuvent beaucoup souffrir. Tu veux relancer? Non. C'est vrai, tu veux. Oui, la question de la langue, c'est vrai que bon, j'ai pas beaucoup évoqué la clinique du centre, mais si je l'évoquais de façon un peu, comment dire, par allusion, c'est-à-dire que on est sollicité en permanence par les écoles des enfants qui vont être exclus parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la langue maternelle. Et c'est de plus en plus. Et je pense que c'est une réaction à justement ce que j'essaie de montrer, c'est que rentrer dans une nouvelle langue, c'est presque de l'ordre du traumatisme. C'est-à-dire que ça implique un mouvement énorme de chaque individu. Et quand on travaille à les écoles, on essaye justement qu'ils essayent de comprendre tous les mouvements à l'intérieur d'une famille quand un enfant va rentrer dans une nouvelle langue. Parce que parfois, le français, ça peut être la troisième ou quatrième. C'est-à-dire, ce sont des familles qui sont appris déjà l'allemand, le suédois, ou peu importe. Donc, c'est très important de tenir ça en compte. Ça paraît un détail clinique, mais pour nous, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on rentre toujours en contact avec les écoles et on essaye qu'ils puissent tenir en compte les parcours migratoires des enfants tout petits qui sont déjà traversés parfois plusieurs pays, etc. Donc ça, c'est essentiel. C'est question de la langue pour nous. Après, parce qu'au centre, on a ces possibilités de rencontrer l'enfant dans sa langue maternelle, dans la présence d'un interprète. Et on voit que ça change tout. C'est-à-dire que beaucoup de souvenirs ou des empêchements aussi, on se rend compte à quel point la langue maternelle n'est pas acquise, par exemple. Et que même quand il n'est même pas déjà dans sa langue maternelle, il doit apprendre une nouvelle langue. Et ça a un impact aussi pour les parents et pour l'enfant et pour tous les milieux. Donc c'est extrêmement complexe ce travail simplement avec un enfant qui doit rentrer dans son nouvelle langue parce qu'il y a toutes ces dimensions politiques et sociales en plus. Parce qu'il y a l'urgence de que s'il n'apprend pas, il sera exclu, il va redoubler. Et donc c'est énorme.
Donc, ça paraît un détail, mais disons que c'est beaucoup de temps pour nous, beaucoup des appels, des discussions avec les écoles, essayer de comprendre, que les parents comprennent quel est l'enjeu. Et les problèmes aujourd'hui de la médicalisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les parents puissent accepter de se plier à la NDPH pour que quelqu'un vienne accompagner l'enfant, il puisse être suivi. Donc, il faut se rendre compte pour les parents qu'est-ce que ça peut être de devoir signer des papiers pour, soi-disant, ton enfant est handicapé, d'être accompagné pour apprendre la langue. Donc, bon, c'est simplement un détail de tous les suivis qu'on fait, que mes collègues assistants sociaux qui aussi rentrent en ligne de compte, et ma collègue juriste, justement, où est l'importance de la biolégitimité d'aujourd'hui. On passe un temps fou à tenter de rendre légitimes des personnes qui sont sous les territoires et qui n'ont pas accès aux soins. Donc, il y a beaucoup d'enfants malades qui ne peuvent pas être soignés parce que les parents ou parce qu'il n'y a pas de papiers et donc les soins doivent être, ils sont en suspens en fait. Voilà. Voilà, très bien. J'ai travaillé dans une classe élémentaire où l'institutrice faisait chanter les enfants d'origine étrangère et les faisait parler dans leur propre langue. Pour en quelque sorte soumettre les camarades français à cette étrangeté et avec un plaisir. Alors ça passe par le biais de chansons traditionnelles qu'elle demandait aux parents d'apprendre dans leur propre langue aux enfants pour qu'ils viennent chanter dans la classe dans leur propre langue. Et à partir de là, les enfants donc d'origine étrangère chantaient dans une langue africaine ou asiatique, je ne sais plus laquelle. Il y avait toutes sortes de langues. Du coup, se mettaient, eux, à chanter en français. Et ils apprenaient le français à partir de Frère Jacques, Une poule sur un mur, etc., etc. Ce qui interroge, je trouve que cet exemple montre bien la forme de créativité qu'il faut avoir pour engager une personne dans notre langue, qu'elle se jette à l'eau sans risque de se noyer, parce que je pense que on manque. C'est intéressant, ça. Tu me prêtes ta langue, je te donne la mienne, ou on échange quoi. Et dans le plaisir, exactement. Exactement. Enfin, je dirais que cette forme scolaire aussi de l'apprentissage de la langue, c'est comme les parents. Enfin, nous, on a fait des expériences où les parents étaient invités dans les écoles, accueillis avec interprète, et quand ils sont sortis de l'école, ils ont dit mais on veut apprendre le français. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la langue française, c'est pas seulement un devoir, c'est effectivement un plaisir de la rencontre. C'est effectivement une reconnaissance aussi. Donc, je crois qu'on manque beaucoup d'imagination pour, d'abord pour que les mamans transmettent à leur bébé, parce qu'en fait, il y a aussi une diminution aussi de cette transmission-là, pour des raisons alors qu'on pourrait... tu vas en dire quelque chose ? Oui, parce que j'ai longtemps travaillé en crèche préventive. J'ai longtemps travaillé dans une crèche préventive qui accueillait des bébés dont les parents étaient en grande difficulté et les parents évoluaient dans ce que Martine Damour appelle un environnement à haut risque psychosocial, donc beaucoup de bébés dont les mères étaient migrantes. Enfin, toutes les études en transculturel montrent que si les parents ne parlent pas dans leur langue maternelle, ça va créer une insécurité, et moins il y a de plaisir à parler dans la langue maternelle pour l'enfant, plus il aura des difficultés d'entrer dans une autre langue. Et donc la langue, les deux premières lettres sont communes entre langue et lait maternel. Et donc on ne donne pas une autre langue comme on ne donne pas un autre lait à son enfant. Donc il m'arrivait même de prescrire à des mères de parler le soninké, le malinké, le bamiléké, le kabyle, et de laisser le français de côté parce que le français, l'enfant le rencontrerait de toute façon. Voilà. À moins qu'il y ait des questions dans la salle. Il y a une deuxième dimension. Moi, j'avais des élèves beaucoup plus grands, entre 16 et 20 ans. Et là, c'est l'écriture qui devenait première. Parce qu'on n'ose pas parler en classe. Parce que
on risque de passer pour un faillot ou un bouffon aux yeux des autres. Ce professeur auquel je parle, il est à la fois celui qui m'ouvre les espaces de la culture, mais en même temps celui qui juge, qui note et qui décide si je passe dans la classe supérieure ou pas. Tout ce que je peux dire en classe peut se retourner contre moi, comme devant un juge d'instruction. Et donc ce nœud fondamental qui bloque la relation entre trop souvent, qui bloque trop souvent la relation entre les enseignants et les élèves, j'ai passé mon temps à essayer de le contourner précisément par le biais de l'écriture. Et tous les élèves dont j'ai parlé tout à l'heure, Tracy écrit 4 pages sur l'invasion par les barbares de son village lorsqu'elle est au Congo. Diallo écrit 5 pages de grand format sur sa naissance, quand il découvre que sa mère est qu'il est le fruit d'un mariage forcé. Quand Shafik écrit, j'ai son texte quelque part, quand Shafik écrit, ça prend 3 pages. Et donc cette écriture, c'est l'inscription dans l'espace de quelque chose qui est évanescent dans le temps. On peut parler, mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Et quand je leur disais, quand ils racontaient une histoire, et je leur disais, mais écris ça, écris-le, pour que ça s'inscrive et qu'on ne l'oublie pas. Et j'ai eu simplement la chance, en effet, de pouvoir publier bon nombre de ces textes, de sorte qu'en effet, cette histoire s'inscrit. Et là, il y a une reconnaissance. J'ai eu des élèves qui m'ont dit, des années après, vous savez, monsieur, je ne suis pas suicidé parce que ce jour-là, j'ai écrit que j'avais envie de me suicider. Eh bien, non, il ne s'est pas suicidé parce qu'il l'avait écrit. Évidemment, ce n'était pas noté, ces textes. Ils étaient publiés, corrigés, mais pas notés. Merci beaucoup. C'est juste un commentaire. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Merci notamment Marion Fenmal pour cette analyse de la transmission sur plusieurs générations. Et ça m'évoque le film qui s'appelle Le bon grain et l'ivraie. Vous avez peut-être vu, de Manuela Frézil, qui parle des enfants à la rue et des enfants exilés dans la région d'Annecy, et qui raconte ces multiples séparations et redoublements quand ils sont renvoyés de foyer en foyer. Ce sont souvent des enfants tchétchènes, mais il y a aussi des Géorgiens. Et donc l'errance, alors qu'ils vont à l'école, qui sont scolarisés, les nuits dans les aires de jeu, etc. Et finalement, le retour forcé dans le pays d'origine. Et je me demande, je ne le sais pas, c'est une question que je pose, est-ce que avez-vous connaissance d'études qui ont été menées sur ces enfants qui finalement sont expulsés parce que leurs parents sont expulsés après avoir vécu? Est-ce que ça existe? Enfin, c'est juste une question. Ce serait une étude à mener. Mais je n'ai pas entendu parler d'études qui se focalisent sur les enfants qui sont repartis dans un pays. Je termine juste. C'est dans un pays qui ne connaissent pas, ou qui ne connaissent plus, ou qui est tellement lointain qu'il est devenu étranger. Comment? Oui. Ouais. Votre suggestion, je vais demander au secrétariat international de DEI de se pencher sur la question et de mener une enquête, parce que sur les 60 ou 80 sections dans le monde actuellement, il y en a qui reçoivent des enfants qui sont, etc. Je vais leur poser ce thème de travail. Alors, il y a quelques recherches sur les adultes. Il y a David Giannica qui a fait sa thèse sur des retours forcés, mais de personnes malades, très intéressant. J'ai vu quelques films où il y a des retours, mais peut-être de jeunes ou de jeunes adultes, certains qui reprennent la route de l'exil, d'autres qui essayent de se réinscrire dans leur pays. Alors, juste un petit témoignage, mais bon, qui vaut juste pour illustration. Nous, on a reçu, il y a plusieurs années, un jeune mineur non accompagné, donc de l'Afrique de l'Ouest, qui a été reconnu mineur et qui est parti de chez lui pour une raison qui est souvent invoquée, c'est la maltraitance familiale. Et il avait effectivement perdu un œil du fait, dit-il, des coups qu'il avait reçus de son beau-père. Bref, il a été soigné, mais il n'a pas pu. Il est sorti de l'ASE sans reconnaissance administrative et il s'est converti. Il a
repris sa pratique d'islam de façon très régulière et il a dit je repars chez moi. Donc il est reparti au Mali et on a eu des nouvelles grâce à un collègue anthropologue qui va souvent à Bamako et et on lui avait demandé, alors pas moi d'ailleurs, mais d'autres associations, parce qu'il était quand même assez entouré, il n'est pas retourné chez lui. Il a dit que c'était impossible de retourner chez lui à cause des maltraitances familiales. Par contre, il faisait des économies pour partir en Égypte, l'école El Aksar, je crois, pour approfondir sa pratique musulmane. Voilà. Donc, c'est un exemple intéressant parce que effectivement, les mineurs non accompagnés qui effectivement font valoir le fait qu'ils ont été maltraités ou qu'ils ont eu des expériences de rue, parce que nous, on en reçoit beaucoup, qui ont quand même eu des longues expériences de rue. Le retour, alors volontaire, il est extrêmement rare, mais l'expulsion, on peut se demander ce que ça peut faire. Ouais. Oui, c'est la question de disparaître, que c'est quelque chose comme aujourd'hui, je ne sais pas si on pourra arriver un jour à compter les nombres disparus quand même. En mer, etc. C'est vrai qu'on est dans une époque de la comptabilité, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit comptable. Je pense que ça peut nous rassurer, mais cliniquement, je pense que l'important, c'est aussi comment ces enfants puissent trouver une parole ou quelque chose où ils vont déposer quelque chose. En tout cas, cliniquement, je pense que l'effort et là où quelque chose peut arrêter cette errance, c'est le fait de que en déposant, peu importe les lieux, parce que c'est pas un centre de soins, ça peut être un foyer, ça peut être... Nous, on travaille là à la Maison de la Poésie, ça peut être justement la rencontre avec quelqu'un, un écrit, une personne, et ça donne un point fixe, en fait, dans cette errance. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est les nombres... C'est quelque chose de complexe, c'est la comptabilité. Compter pour quelqu'un, je pense que c'est essentiel et je pense que c'est ça qu'ils recherchent souvent quand ils reviennent. Et on les voit quand on a travaillé avec ces personnes qui ont du mal à quitter l'institution, c'est que l'institution fait point fixe quand même. Et je pense que c'est là où il y a une fonction quand même aujourd'hui dans ce monde d'errance. Parce qu'effectivement, comme tu disais, souvent, ces enfants qui sont en errance, ça veut dire qu'ils n'ont pas été adoptés dans la famille. Simplement, on sait qu'il y a un geste d'adoption pour chaque enfant qui, même si il est né dans une famille, il y a des enfants qui ont été abandonnés par la famille même. Donc il y a beaucoup d'enfants des rues qui ne sont pas jamais été adoptés par personne. Et ça pose toute cette question complexe. Je pose 2 questions qu'il y a sur la chat. Donc, en première question, est-ce que Monsieur de France pourrait rappeler les 3 axes pour le mieux-être des enfants exiliés? Et deuxième question, vous parliez de la transmission transgénérationnelle de trauma. Quel accompagnement thérapeutique est alors proposé, individuel ou familial? Non, je vais dire un seul mot, c'est que la présence de ces enfants est pour notre civilisation une chance tout à fait exceptionnelle. On passe son temps quand on pense les droits de l'enfant, on passe son temps protection des enfants. Il s'agit bien entendu de les protéger, il n'y a pas de problème là-dessus, heureusement. Mais il s'agit aussi de considérer un peu comme les handicapés dans une classe. 3 handicapés en fauteuil roulant dans une cour de récréation, et vous verrez que la cour de récréation s'apaise d'une certaine manière. Nous avons trop tendance à considérer l'étranger, l'handicapé, le fou, celui qui n'est pas comme les autres, etc., comme déficient. On parle en termes de carence, de déficience, etc. Quelle est la richesse dont ils sont porteurs? Qu'est-ce que tu peux nous apporter, toi, par ta présence? Tu as subi des trucs épouvantables. On en a entendu tout à l'heure. Tu as traversé des situations absolument inhumaines. Qu'est-ce que tu peux nous apporter, nous dire de l'humanité à cause de ce que tu as traversé? Qu'est-ce que tu peux nous apporter, nous, bien pensants, non torturés, etc., enfin, qui vivons dans des situations de sécurité? J'appartiens à la première génération, probablement de l'histoire de l'humanité, je suis né en 1945, qui n'aura pas physiquement connu de guerre dans son existence, depuis au moins Vercingétorix. Vous voyez? Et donc, cette situation-là,
qu'est-ce que tu peux me dire de l'humanité à cause de ce que tu as traversé? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux donner et quelquefois pardonner? Je peux répondre à la deuxième question. Sur les modalités de soins, quand il y a transmission du trauma sur plusieurs générations, je répondrai en faisant référence au travail magnifique de Régine Ventrater, qui parle de la famille survivante et qui montre comment, à partir du moment où il y a une rupture traumatique à une génération, tous les éléments de ces traumas qui n'ont pas été élaborés continuent leur travail de sape dans le psychisme familial. Et donc, une des issues pour essayer de transformer, c'est justement le travail familial. Donc, évidemment que le travail familial est beaucoup plus opérant qu'un travail individuel où, à un moment donné, on se limite, on se retrouve face à des empêchements de pouvoir accéder au récit. Donc, bien sûr, quand il y a un travail familial, c'est où il y a quelque chose du récit qui peut se construire en présence d'un tiers et les choses peuvent se tisser. 10 minutes de pause et après on revient.